Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. L'histoire de l'île d'Anticosti peut faire peur. Ses premiers naufrages datent du 17e siècle et encore aujourd'hui, l'île est un vrai danger pour les navigateurs. Même ses résidents y font naufrage. On pense qu'on a l'île d'Anticosti, mais c'est faux. On ne sait jamais quelle surprise elle nous réserve. Elle peut être sournoise et on la qualifie souvent d'inaccostable. Pourquoi il y a eu autant d'accidents maritimes autour d'Anticosti? Et les 400 épaves qu'on dit avoir recensées autour de l'île, légende ou réalité? Quelles traces ont laissé tous ces naufrages sur ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le nombre de naufrages sur l'île d'Anticosti. L'imprécision des cartes, les tempêtes et les fréquents brouillards. Mais c'est le fameux riff, ce haut plateau rocheux à fleur d'eau, qui a causé le plus de dommages au fil des ans. Ouais, c'est quand même spécial, ce riff-là. Tabarouette. Tu vois, c'est bien droite en plus. Ça Hein? n'a pas de bon sens, on dirait que ça a été coupé. Ouais. Tu sais, on dit le riff, mais en fait, c'est reef, qui est récif en français. Mais ici, ils se l'ont approprié. C'est comme un personnage de l'île, mais un personnage très sombre. Puis, tu as trouvé quelque chose? Là, je t'ai sorti quelques documents en lien avec le Rio Orinoco. OK. Il a fait les manchettes parce qu'il y a 200 tonnes de combustible de soute qui se sont échappées du bateau. Mais il transportait 9000 tonnes d'asphalte liquide. Donc, on a vraiment évité le pire. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont morts. Oui, hey, j'avais jamais vu ces photos-là. Photo du sauvetage. Ben oui, tu vois un homme ici. Hein? Tu sais, oui, il y a eu le déversement, mais l'équipage, là, L'équipage, il fallait la ils sortir ont resté de là. quelques jours à bord. Ah ouais. Ça, c'est les nappes de pétrole? Ouais, un peu de temps après. Là, on va se rendre sur le site où le bateau s'est échoué. Ouais. Parce qu'on est à la recherche de traces d'hydrocarbures. On est mi-octobre 1990. Ils s'en allaient à Montréal. Puis pendant la traversée, il y a eu des ennuis mécaniques. Ils ont décidé de se mettre à l'ancre dans le coin de Port-Meunier. Et l'ancre a commencé à chasser au fond. Puis en s'échouant, ça a perforé la coque. Il y a eu plusieurs opérations pour le sortir de là. Ça n'a vraiment pas été facile. Puis après ça, il y a eu des tempêtes subséquentes. Ça reste un événement majeur quand on parle de déversement d'hydrocarbures au Québec. Là, le Rio Orinoco il est en haut de liste. Ben, on va aller voir ça. Des traces qu'il aurait laissées, soit par les hydrocarbures ou de la rouille dans le fond, ou des choses comme ça. Ben, c'est possible qu'il y en ait des résidus. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis allé sur l'Exxon Valdez 15 ans après. OK. C'est sûr qu'il ne faisait pas aussi longtemps, mais il y avait quand même encore plein de résidus dans le fond, là, tu sais. On peut pas tous embarquer sur le 4 roues. Non, 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 non. Il y a à peu près une vingtaine de minutes, d'après moi, de marche pour se rendre dans l'embouchure de la rivière Canard. À l'époque, Danielle Morin a été témoin de cet accident-là. Et c'est elle, aujourd'hui, qui va nous amener sur le site de l'échouement. On va continuer par là, je pense, pour être le plus proche possible Ben, en fait, compte, il était juste ici, au large, là, hein? Oui. Oui, exactement. Donc, c'est Voyons. ça. Ah, ouais, ouais. OK, parfait. Tu vois le Puis, chenal, il est là. vraiment à la pointe, Il hein? était pas très Non, loin, là. Ben non, ben non. Ah, ouais. Puis regarde Ben oui. ici, là, regarde les sacs, Hey, là. oui. Ça, c'est tous des sacs de Des- ramassés, là. Oui, du stock plein de bunkers, là. À cette île, ils ont envoyé 600 barils et 4000 sacs verts de stock à l'automne. Puis là, ils ont continué le nettoyage l'année suivante. Fait que je sais pas qu'est-ce que Ils ont ça a donné au total. là. Disposé. Ils ont disposé ça brûlé. de Ils ont quelle façon? brûlé. Ils ont Ils ont brûlé ça. brûlé, ouais.
Fait qu'en simultané, il y avait des gens qui ramassaient le bunker, puis d'autres qui essayaient de sauver des oiseaux, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Puis après ça, bien, il y a eu des canons au propane pour effrayer les oiseaux, pour pas qu'ils aillent se jeter dans la nappe de pétrole, parce que ça a été vite. Dès le lendemain, là, sur 8 km, 1,6 km de large à peu près, il y avait une belle bande de bunkers. Là. Fait qu'on va essayer, Mario, de relocaliser cet endroit-là. OK. Moi, je pense que c'est Pas mal ici. dans la baie, là. OK. On sait que le bateau, en fait, compte, a été remorqué. Donc aujourd'hui, il continue à sillonner les mers du monde. Par contre, est-ce qu'il reste encore du gaz, du fuel, du mazout? Donc, on va voir où on en est rendu quelques années plus tard. L'eau est à 68, 69 degrés. C'est complètement fou. Puis c'est ça, j'ai parlé à un spécialiste à matin, puis en fait, ce que c'est qu'il me disait, c'est qu'il y avait à peu près 5 degrés de différence par rapport aux années 2020 dans ce coin ici. C'est inquiétant de voir que l'eau se réchauffe beaucoup plus rapidement que tout ce que les scientifiques avaient anticipé, là. C'est pas loin de notre mission qu'on est venu faire ici, hein? On est venu voir s'il y a encore des traces d'hydrocarbures. Et quand on sait que les hydrocarbures, mais c'est ça qui crée aussi justement ce réchauffement-là. Donc tout est interrelié, là. On est en présence de ce qu'on appelle un courant de surface. Et ça veut dire souvent, en se mettant à l'eau, bien là, on peut partir à la dérive assez rapidement. Donc, des endroits comme ici, où c'est de la roche, bien là, on essaie de descendre dans le fond le plus vite possible, justement, pour se mettre à l'abri de ce courant de surface-là. Il y a des gens qui ont vu ici des petites baies d'hydrocarbures. Ça, moi, j'ai déjà observé ça sur une épave aux îles de la Madeleine, Corfu Island. Fait que je sais à quoi ça ressemble un peu. J'en trouve pas ici, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, là. On trouve aucune trace d'hydrocarbures. Et ce qu'on trouve, mais c'est une vie marine incroyable. Il y a plein d'homards, il y a plein de crabes, il y a plein d'oursins, il y a plein vraiment de vie qui a repris sa place. Et au moins, s'il y a quelque chose au niveau écologique qu'on peut se permettre d'espérer, c'est que lorsqu'on y donne sa chance, ça veut dire que lorsqu'on arrête de souiller, bien, la nature reprend sa place assez rapidement. Je pense que c'est ça, mettre ça dans ça. Salut! Oui, Mario? Ouais. Ouais, c'est pas vraiment fructueux parce que, écoute, on a fait sûrement 300 mètres. L'autre bord, vraiment du riff, il y avait encore 5 pieds d'eau, puis il y a beaucoup de particules en suspension. Donc, même s'il y avait quelque chose, on ne l'aurait pas. Les roches ont été lavées, puis après ça, ben, avec les tempêtes subséquentes, puis l'érosion, là, ils ont été mélangés au reste. Ouais. Du galet, hein? On voit rien. Fait que le riff, il a causé beaucoup de désastres, c'est sûr, là. Ben oui. Fait que les bateaux qui arrivaient proches ici pensaient qu'ils étaient en sécurité, mais finalement, ils frappaient. Le Rio Orinoco a été renfloué et il navigue encore aujourd'hui. C'est un naufrage qui, heureusement, n'a pas laissé de traces autour de l'île. Mais c'est pas le cas de plusieurs autres épaves. Au retour à Secret des profondeurs. Dès qu'on saute à l'eau, on s'en aperçoit que le courant est extrêmement fort. Vous avez perdu Stéphanie? Pendant l'exploration de ce cimetière d'épaves unique au Canada, on a entendu dire par des gens de la place que des plongeurs auraient découvert un guin d'eau qui est la pièce utilisée pour relever l'ancre. Et pas loin de l'anse aux fraises, on aurait découvert une autre pièce mécanique. Salut, salut! Ça va? On avait eu des coordonnées, nous, d'un ancien plongeur, Jean-Guy Joubert, qui avait vu un winch, un treuil, là. Puis finalement, on est allé pour aller voir qu'est-ce qui en retournait, mais on a trouvé un autre morceau, puis on n'a pas vu le treuil parce que le brouillard s'est levé, puis on a dû rappeler les plongeurs. Mais ça nous fait porter à croire qu'il y a peut-être d'autres morceaux là, à l'endroit. S'il y a déjà 2 pièces, peut-être qu'il y en a d'autres aussi. Oui, on regardera quel bateau a coulé dans ce secteur-là Oui, aussi. mais c'est ça aussi, là. Je lui dis, ta pièce, c'est quoi? C'est-tu gros? C'est en métal? Comment ça? C'est en métal, c'est à peu près, je dirais, 3 pieds.
OK. À peu près, je dirais, 1,5 pied d'eau. OK. Ah, ben super, on va aller voir ça. Là, on est arrivé sur le site. Proche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement se rapprocher de la côte. Ici, encore une fois, c'est un peu comme partout sur l'île. Le riff, il ressort très loin, donc il faut faire attention aux profondeurs pour ne pas accrocher. Pour aussi se mettre à l'eau dans l'endroit optimal, la profondeur pour nous, les plongeurs. Tu sais, quand même, pour attention, la brume, la dernière fois que tu es venu ici, la brume s'est levée dans une fraction de seconde. Oui, en fait, on était sous l'eau, puis quand on est descendu, il faisait beau. Puis quand on a fait surface, on voyait même pas le bateau. Là. Le brouillard était tellement intense. Ben écoute, on a des sifflets. Là, on part pour aller voir cette pièce-là, mais surtout le treuil aussi. C'est ça qui nous intéresse. Et dès qu'on saute à l'eau, ben, on s'en aperçoit que le courant est extrêmement fort. C'est un courant de 3 à 4 nœuds. Donc, on a de la difficulté vraiment à avancer contre ce courant-là. Et au bout d'à peu près 40-45 minutes, mais là, on tombe sur la pièce que Julie avait trouvée, qui est une pièce de moteur de sûrement 50, 60, une centaine d'années. On n'a aucune idée. Et ensuite, bien, on cherche le treuil et on ne le trouve pas. Et juste avant de sortir de cette plongée-là, moi, je vois un homard à gauche, je pars pour aller chercher, l'autre voit un crabe ou quelque chose part à droite. Bien, on s'en aperçut qu'on avait perdu une plongeuse. Vous avez perdu Stéphanie? On va décrocher l'encre, on va aller les voir. Veux-tu garder un visuel sur le plongeur, s'il te plaît? Quand ça arrive, tu deviens un peu anxieux. OK. Oui, c'est une très bonne plongeuse, mais il peut arriver un accident, il peut arriver n'importe quoi, mais je vous dis qu'il nous passe toutes sortes de choses quand même par la tête, là. Essayez de voir si vous voyez pas d'autres bulles. Ouais. On est des gars à tout, là. Et là. Ils sont tous là. C'est bon. Les trois sont là. Quand Stéphanie a réalisé qu'on s'était perdu, elle est remontée à la surface comme prévu. Il y a eu plus de peur que de mal cette fois-ci. Bon, on a trouvé un morceau. Ouais. Ça semble un morceau de moteur, quand même. OK. Puis, ben, on a gardé sur le winch tout le tour pour le pas pu le trouver. Vous avez pas vu d'autres de ces jeunes Non, pas? aucun autre morceau. Accrochez-vous après le bateau, je vais être obligé de reculer un peu. Parce que le surf me pousse. Pas de gain d'eau. Pas de gain d'eau, pas de cadeau. On n'est pas gâtés. Pas de gain d'eau, pas de cadeau. Si on avait trouvé le fameux gain d'eau, on aurait au moins eu quelques indices pour identifier et peut-être même dater la pièce du moteur. Pourtant, c'est pas les naufrages qui manquent de ce coin-là. C'est presque étonnant que les plongeurs soient pas tombés par hasard sur ces débris. Il y a eu beaucoup de naufrages. 122. Mais c'est-tu vrai, ça? Ah, je pense que oui, moi. Mais est-ce qu'il y a vraiment 400 épaves? Non, il n'y a pas 400 épaves, là, parce que on essaye toujours de récupérer le maximum d'un bateau. Ce qui fait que tu as à peu près 20 des bateaux qui sont sortis de là, mais des fois, ils sont sortis en pièces. Beaucoup ont été détruits aussi complètement. C'est parce que la nature travaille aussi dessus, là. Les vagues, ça lève, ça monte, ça beuve, ça monte, ça fait quoi? C'est du marteau. Puis en dedans de 3 heures, il n'y a plus de bateau. Il est éparpillé le long de la côte. C'est impossible de retrouver ces vestiges-là aujourd'hui, Ah non, probablement. la nature a mangé ça. Il y a des épaves plus connues autour de l'île comme l'Innsmore, qui s'est échoué en 1940. Peu de temps après, des pilleurs ont percé une porte dans l'acier pour avoir accès au cale. Il y a aussi le Fayette Brown, un laquier, qui s'est échoué en 1964. Aujourd'hui, c'est un chat de débris, mais à l'époque, les gens pouvaient monter à bord pour récupérer du matériel. Bienvenue au musée d'Anticosti. J'ai entendu que vous conserviez des pièces d'épave.
Oui, cette pièce-là, on dirait vraiment que c'est très récent. Hein. C'est quasi intact, là. Mais pourtant, le naufrage date de 1964, parce qu'on le sait, sur l'île d'Anticosti, on qualifiait parfois les gens de naufrageurs ou de pilleurs. Mais moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, parce que les gens d'Anticosti ont probablement sauvé la vie de bien des marins. Puis sans recevoir de compensation, ils ont hébergé pendant des mois. Oui, certains étaient mandatés à aider les gens, mais beaucoup de familles étaient établies au pourtour de l'île. Fait que ces gens-là, ben oui, ont sauvé probablement beaucoup plus de gens qu'on le croit. On sait qu'il y a des maisons, des goélettes qui ont été construites avec le bois récupéré, tant des bateaux eux-mêmes que de la cargaison. Je pourrais même t'ajouter qu'à l'époque Meunier, il y avait un arrivage de moutons hein, qui est arrivé sur Anticosti, puis que oui, finalement, ben oui, ils ont été élevés ici, puis oui, ils ont servi aux gens d'Anticosti, oui. Mais c'est-tu un naufrage ou non? Oui, c'est un naufrage. Puis les moutons sont restés ici? Oui. Le problème dans Anticosti, c'est que tu as de la brume. Puis si tu n'as pas de phare, puis même les premiers phares, c'est dans les années 1830, bien, si tu n'as pas de phare puis tu n'as rien, bien là, tu arrives dans le golfe, mais des fois, tu ne vois pas le soleil, donc tu peux pas positionner ton navire. Puis il y en a aussi qui ils travaillent avec des cartes très générales, ce qui fait qu'ils longent la côte pour la voir, mais longer la côte à Anticosti, c'est pas une bonne idée. Parce que tu as des courants aussi qui vont déporter le bateau puis ils vont le pousser sur le récif. Ça ne pardonne pas. Puis des fois, c'est pas un bateau. Des fois, c'est 2, 3 bateaux qui s'échouent en même temps. Au retour à Secret des profondeurs. On dirait là, que le bateau a été dynamité. Puis qu'avec le temps, les pièces sont dispersées. T'as des bouilloires, puis il y a des plaques partout au fond. C'est vraiment impressionnant. Ouais, Mario, on commence à apprivoiser tranquillement les aléas de l'île. Oui, hein? Les épaves ont peu de chances de survie ici. Ah, non, non, non. C'est quasiment impossible d'identifier ces épaves-là. Ouais. Mais il y en a une qui est connue, qui est identifiée. C'est celle du Tayette Brown. Ah, OK. Ouais. C'est un ancien laquier de plus de 500 pieds de long. Ben, c'est ça, là. Il était extrêmement gros, long, là. Puis aujourd'hui, ce qui reste, Ouais, c'est un amas de ferraille. Allons voir ça. Bon, mais on va descendre le VTT, nous autres. On va fouiller vraiment jusqu'au baller, là. En tout cas, on va aller plonger là-dedans. Puis, ils aident à regarder aussi de ce côté-là. C'est là qu'il y a une chaîne, puis peut-être plus de matériel aussi. Tu sais, ce qui est le plus lourd, ben c'est les chaudières. Ouais. Qui sont toujours là. Ça, c'est à l'arrière du bateau. Ça veut dire qu'il doit y avoir du matériel d'ici l'arrière, puis probablement plus loin. Un vrai bateau en métal. Oui, il est solide. Quelle année, déjà? C'était choix en 64. 64. Ouais. Bon, bien, on s'habille, puis on va voir ça. Il faut tout ramasser, tous les boyaux, tout l'octopus, tout ça, parce que quand on épluche une épave comme ça, il y a toutes sortes de morceaux de métal qui sortent à gauche et à droite. Donc, ça peut enchevêtrer. Tu peux te faire prendre un boyau ou n'importe quelle partie là, qui reste à traîner. Ah ben, ça ressemble à une jonction de tuyauterie. Il y a des pièces partout. Il y en a là. On commence à être loin de l'épave, là. Il y a encore des pièces ici, là. On dirait là, que le bateau a été dynamité. Puis qu'avec le temps, les pièces sont dispersées. T'as les bouilloires, t'as une partie du bateau aussi là-bas. Puis il y a des plaques partout au fond. C'est vraiment impressionnant.
Tu sais, quand on voit un champ de débris comme ça, ben c'est qu'on sait automatiquement que ça a été assujetti à des tempêtes incroyables. Et quand les morceaux ne sont pas sortis beaucoup du fond, mais là, ils vont prendre la forme du fond. Ça veut dire que ce qu'on appelle le corail mou, le corail rose qu'on voit dans le fond de l'eau va s'installer, les algues vont s'installer par-dessus, parce que peut-être la vie marine a repris comme si on serait dans le fond marin. C'est un chat de débris. J'ai jamais eu tant de ferraille de ma vie. Depuis tantôt, là, ça descend, là. Ça apparaît là-bas aussi, là-bas. Tu sais, puis il y a des câbles, un paquet de câbles, plein de tuyaux un peu partout. Vraiment de la plate comme ça, là, il y en a tout le long, il y en a. Ça, c'est rempli. Ben, c'était immense, ce bateau-là. C'est là qu'on comprend que ça a brassé par ici. Brassé. Comme on est dans le coin, j'en profite pour aller visiter l'épave voisine du Fayette Brown qui est à quelques minutes d'ici. Ça, c'est la barge Altren numéro 1. C'était touée par un remorqueur, parti de Grande-Vallée, à destination de Port-Meunier. Bon 20 ans. Les corps de remorquage Shed, ils s'étaient échoués ici fin octobre 1995. Ils ont essayé quand même de sortir le chalet d'ici, mais ils se sont rendus compte que c'était impossible. Ils l'ont laissé là. À l'époque, il y avait eu une fuite d'hydrocarbures. Un pêcheur en 96 passait dans le secteur, il avait vu une fuite d'hydrocarbures. Les autorités étaient venues récupérer tout ça. Puis à l'intérieur, il y aurait encore des roches souillées d'hydrocarbures. Quelques épaves autour d'Anticosti ont été renflouées. Mais pour celles qui n'ont pas pu l'être, comme la barge Altren, est-ce qu'on devrait s'inquiéter de leur impact environnemental? On en a jasé avec Kevin Raymond. Ben, on n'en a pas vu, là, mais au niveau des hydrocarbures, il n'y a rien, hein? C'est ça. Mais au niveau des risques là, pour les épaves qui se trouvent dans ce secteur-là, la barge Altren, la structure est bonne. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et l'étude technique nous mentionne également qu'elle pourrait rester dans cet état-là encore pour une 50aine d'années. Ouais. On continue de monitorer sur une base régulière en fonction des changements. Et on gère ces épaves-là comme toute autre épave au Canada. On en a environ 1500 présentement répertoriées. C'est sûr que l'inventaire est dynamique. Il s'ajoute des nouvelles épaves parce que Samuel en trouve à l'occasion. Mais sur une base régulière, il faut monitorer le danger. Parce que, ben, c'est ça, une épave qui va se détériorer peut devenir un danger plus grand au niveau de la sécurité publique, de l'environnement. Il y a des trous partout. Vraiment, là, tu vois qu'avec les années, elle se désagrège de plus en plus. Là. Fait que si je comprends la complexité, tu peux pas arriver ici et dire « OK, on va démanteler ça. » Il faut des gens qui ont l'expertise pour le faire. Puis il faut aussi être capable d'arriver ici avec tout l'équipement. S'il est encore ici, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen encore de le faire. On peut avancer qu'il y a à peu près 20 des bateaux qui se sont échoués autour de l'île d'Anticosti qui ont été renfloués. Il y en a qui sont disparus complètement, qui ont été complètement lessivés par la mer. Mais il y en a d'autres aussi il y a des gens qui ont lessivé. Puis il y en a que dans ça là, qui ont peut-être juste échoué un peu, puis après, ils ont jeté une partie de la cargaison, puis ils ont continué. Ce qui fait qu'il y a un flou dans ça. Parce qu'Anticosti, ça reste une île mythique qui est grande, on n'a pas fini de l'explorer. Fait que, merci encore, M. Pelletier, de m'avoir éclairé sur ce sujet-là. Ça me fait plaisir. Il y a quelque chose de positif dans tout ce qu'on a vu. Il n'y a pas de fuite d'hydrocarbures. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui est dans ça qui est très important, c'est qu'il faut que la surveillance se continue. Donc ça, c'est vraiment le rôle quand même de Pêche Océan au Canada. Mais nous aussi, puis surtout les gens de la place. Ouais. Parce que c'est eux qui vivent ici et bien sûr qui subiront les conséquences, en tout cas les premiers, si jamais il arrive quelque chose. Ça fait qu'on a encore du travail à faire. Oh ouais.